404 avant Jésus-Christ, Athènes. Le général spartiate Lysandre entra librement dans le port d'Athènes, le Pirée. Après plusieurs mois de négociations, les Athéniens ont enfin accepté les conditions de paix des Spartiates qui assiégeaient la cité aussi bien sur terre que sur mer. Selon les conditions de paix établies, Lysandre, toujours dans le port d'Athènes, commença avec ses hommes à détruire les longs murs, une muraille qui permettait de protéger le chemin de la ville d'Athènes au Pirée, son port. En même temps, d'autres, toujours sur les ordres de Lysandre, prenèrent la majeure partie de la flotte athénienne pour la ramener dans le port de Sparte. Cette dernière, connue pour son système social unique, sa discipline militaire rigoureuse et son austérité, est considérée comme la grande gagnante de la guerre du Péloponnèse. Mais malgré la victoire, les conséquences de cette guerre terrible, ayant presque coupé le monde grec en deux, se feront ressentir à Sparte, marquant ainsi le début de son déclin. Les diverses campagnes menées par Sparte lors de la guerre du Péloponnèse ont été, oui je sais que ça peut paraître bizarre, une occasion pour les Spartiates de découvrir la Grèce. Autrement, en temps de paix, Sparte fonctionne en autarcie quasi totale, ce qui veut dire qu'à part les ambassadeurs, le roi et les efforts, personne ne rentrait ni ne sortait de la cité. Pour vous faire une idée générale de la dureté du système spartiate, dites-vous que ce dernier faisait en sorte que le quotidien des Spartiates en temps de paix soit pire que celui en temps de guerre. Durant la guerre du Péloponnèse, il n'est donc pas étonnant qu'en voyant les richesses des autres cités, comme Corinthe et Éphine, certains Spartiates furent pris de jalousie et voulurent faire de même. Mais même si les actes de ces envieux ont pu précipiter le déclin de la cité, des causes plus profondes, sociales et économiques, sont responsables du déclin de Sparte. Enfin bref, à l'extérieur tout va bien. Sparte est bel et bien la cité qui domine la Grèce. Son ancienne grande rivale, Athènes, se remet très doucement de la guerre et Sparte est même appelée à l'aide par les cités ioniennes en 399, preuve qu'elle est bien la dominante. Par contre, la situation intérieure de Sparte est radicalement différente. Le climat général est tendu et une partie de la population, nommée les inférieurs, est mécontente. En gros, à Sparte, une partie de la population possède des droits citoyens. On les appelle les pairs. Les autres, la classe des inférieurs, ne possèdent pas de droits citoyens. La plupart des habitants de Sparte sont d'ailleurs dans cette classe car ils sont trop pauvres, ne pouvant pas payer l'impôt requis pour entrer dans la classe des pairs. Au-dessus de la classe des égaux, on retrouve les rois gouvernant la cité avec un sénat et des efforts, ayant un droit de police et de justice sur tout le monde, y compris les rois. Et donc, cette organisation sociale pose quelques problèmes. Jusqu'à ce qu'un homme, nommé Cynadon, n'appartenant pas à la classe des pairs, mais ayant eu la même formation qu'eux, une bonne éducation, estime que son métier, officier de police et sa valeur personnelle, le rendraient digne de faire partie des pairs. Or, il n'en est rien. Il fait partie des inférieurs, sans doute par pauvreté. Alors, il projette de se soulever. Un jour, pour convaincre un homme de se joindre à sa révolte, il l'amena sur l'agora, la place publique, et lui demande de compter les pairs ou les égaux dans la foule, qui compte près de 4000 hommes. Il s'avère que seuls 40 d'entre eux sont des pairs, un roi, des efforts, des gérontes, hommes siégeant au Sénat, et de simples citoyens. Cynadon indique alors que les 40 égaux sont les ennemis, et les 4000 autres des alliés. Cependant, Cynadon se fera dénoncer, et sa révolte échouera. La guerre du Péloponnèse, en plus d'avoir provoqué les tensions dont nous venons de parler, est en plus venue perturber la politique spartiate. Chaque victoire remportée sur le champ de bataille avait permis à Sparte de s'imposer face à Athènes, mais également chaque victoire renforçait la popularité des généraux à qui l'on devait la victoire, et c'est logique. Mais certains généraux furent tellement décisifs dans la guerre que ces derniers devinrent importants pour le peuple à un point où ils commençaient à perturber le système politique spartiate. Cela créa des luttes de pouvoir internes, notamment entre eux et le roi, ce qui déstabilisa quelque peu la cité. De plus, le général spartiate Lysandre a introduit à Sparte un nombre important de richesses, mettant ainsi à mal le système à la spartiate, qui disparaîtra petit à petit au cours du IVe siècle. Un an après la tentative de soulèvement de Cynadon, Agésilas était parti avec ses hommes pour libérer les cités ioniennes de la domination persane. Jusqu'ici, la campagne se passait bien, même très bien, à un point où le grand roi perse, devant ses défaites face aux Spartiates, décide de former une coalition contre Sparte avec des cités de Grèce continentale.
Des ambassadeurs perses sont envoyés dans différentes cités, et ainsi, les Perses arrivent à acheter et à rallier de leur côté Thèbes, Argos, Corinthe et Athènes. Lorsqu'en 395, les hostilités s'ouvrirent et la guerre de Corinthe commença, le roi Sparte, Agésilas, menait toujours sa campagne en Ionie. Alors, il dut retourner à Sparte par voie terrestre, devant ainsi marcher par la Thrace et la Grèce centrale. Mais à mi-parcours, en Béotie, ces hommes se heurtèrent à une armée de la coalition ennemie. Agésilas possédait 15 000 hoplites et en face, on en comptait 20 000. Les forces de cavalerie étaient égales, mais Agésilas possédait nettement plus de peltastes. Et alors que les deux armées se rapprochaient, Agésilas fut informé que Sparte, inférieure en nombre et moins expérimentée que ses adversaires, avait subi une grosse défaite maritime à Cnide face à la flotte perso-athénienne. Enfin bref, malgré un relatif équilibre des forces, la discipline spartiate a fini par prendre le dessus à Coronée. Bien que Sparte gagna la bataille de Coronée, la cité en sortit avec une perte d'influence en Ionie. Les Perses avaient retrouvé leur domination dès qu'Agésilas et ses hommes étaient partis. De leur côté, les Athéniens avaient retrouvé leur supériorité navale et ainsi ces derniers regagnaient doucement leur influence en Égée avec l'aide des Perses qui avaient offert 50 navires et assez d'argent pour commencer à reconstruire les longs murs que Sparte avait détruits une dizaine d'années plus tôt. Donc, Sparte resplendissait encore et toujours par sa supériorité militaire, mais en même temps, la cité connaissait des troubles sociaux de plus en plus graves. Vous souvenez-vous de la classe des pairs, celle en minorité mais celle possédant les seuls droits citoyens de Sparte. Eh bien, dans cette fameuse classe, en plus d'être un citoyen, on était aussi les guerriers d'élite de Sparte. Ce qui veut dire que cette classe était à la fois l'élite militaire et l'élite politico-sociale. Mais donc, à chaque fois qu'un guerrier des pairs mourait, on perdait également un citoyen. Ce qui réduisit complètement le nombre de pairs, donc le nombre de citoyens, et ainsi le pouvoir était de plus en plus concentré et n'appartenait plus qu'à une minorité. Sur le continent, la guerre se poursuivait, et les deux camps, fatigués, tentèrent de faire la paix en 392. Dans les termes du traité de paix, Sparte était prête à reconnaître que les Athéniens pouvaient reconstruire les longs murs, mais les Athéniens voulaient être en plus autorisés à s'étendre en Égée. Ce à quoi Sparte dit un non strict, se souvenant de l'Athènes d'avant la guerre du Péloponnèse, qui dominait les mers avec la Ligue de Délos. Les Athéniens ne retirèrent pas cette demande du traité, répondant qu'ils se nourrissaient grâce au blé en provenance de la mer Noire et que l'Égée était ainsi un enjeu vital pour eux. Alors chacun retourna dans sa cité, et sans aucun traité pour la cadrer, Athènes se redéveloppa et continua d'étendre toujours plus son influence en Égée, en reprenant les cités de l'Hellespont, Lesbos et Rhodes. Elle s'étend à un point où même le roi perse, qui avait encouragé la guerre, s'inquiéta d'un potentiel retour de la domination d'Athènes. Le roi décida alors d'instaurer la paix. Les Athéniens, n'ayant pas encore totalement retrouvé toutes leurs forces, furent obligés d'adhérer à la paix, appelée paix d'Antilkadas. Dans les termes de celle-ci, les Grecs s'engageaient à respecter l'autonomie de toutes les cités d'Europe et des îles. Les cités d'Asie seraient en possession du roi perse ainsi que l'île de Chypre. Les Athéniens se voyaient reconnaître la possession des îles de Lémos, Imbros et Skyros. Les Spartiates, eux, se voyaient reconnaître leur domination totale sur la Grèce continentale par la Perse. Et si une des cités ne respectait pas le traité de paix, le roi perse s'engageait à l'attaquer. Les années qui suivent la paix vont voir Sparte renforcer ses positions sur le continent. La cité lance des expéditions contre l'Inde, accusée de menacer l'autonomie des cités chalcidiennes, mais aussi contre Thèbes, qui va se conclure par l'établissement dans la cité d'un régime contrôlé par Sparte. Dans la même période, une nouvelle loi est apparue à Sparte. Cette loi rendait possible la vente du cléros, c'est-à-dire les lots de terre possédés par un Spartiate. Sauf que ce cléros était une des multiples conditions pour appartenir à la classe des pairs. Et maintenant que de l'argent circulait de nouveau à Sparte, un nombre important de Spartiates vendirent leur cléros contre de l'argent, ce qui a encore réduit le nombre d'hommes dans la classe des pairs. Peu après, dans le Péloponnèse, Sparte lancera une expédition contre Philionte. En 379, lorsqu'Olynte et Philionte capitulent, Sparte semble désormais assurée de la paix sur le continent. Athènes, de son côté, est restée prudente et n'a pas tenté de s'opposer aux campagnes militaires menées par Sparte. Cependant, en 379, le fragile équilibre mis en place va se voir bouleversé par un événement.
une révolte contre le pouvoir spartiate éclata à Thèbes. Cette révolte reçut un coup de main de la part de quelques Athéniens et tous les partisans de Sparte présents à Thèbes furent chassés. Alors, Sparte riposta en envoyant une armée pour reprendre le contrôle de la cité perdue. Une garnison fut placée à Thespie, mais cette armée spartiate n'attaqua pas Thèbes, mais le port d'Athènes. Malgré la surprise, les Athéniens parvinrent à repousser l'armée hors du territoire athénien, ce qui eut pour effet de resserrer les liens entre Athènes et Thèbes. À Athènes, cette attaque chamboula le contexte politique. Les partisans d'un rétablissement d'un empire athénien y virent l'occasion de rompre avec Sparte, de dénoncer ses ambitions et donc de créer une nouvelle alliance pour leur faire face. La Seconde Confédération athénienne, qui avait pour but officiel de contraindre les Spartiates à laisser les Grecs vivre en paix dans la liberté et l'indépendance. Bref, la guerre se poursuit sur le continent et, en 376 avant Jésus-Christ, la flotte spartiate est entièrement détruite à Naxos par les Athéniens et leurs alliés. Mais surtout, sa suprématie terrestre est de plus en plus contestée par Thèbes. Sparte perd de jour en jour du terrain face aux Thébains. On peut même dire que toute l'influence gagnée par Sparte après la guerre du Péloponnèse se voit contestée et mise à mal par les Thébains. Alors, débordée, Sparte demande la paix à Athènes en 374 avant Jésus-Christ. Cette paix sera relativement égale. Les Athéniens se méfient de plus en plus des Thébains, qui ont maintenant le contrôle de presque toute la Béotie, et ne veulent pas que Sparte disparaisse entièrement. Thèbes, elle, souhaitait qu'Athènes et Sparte reconnaissent son hégémonie sur la Béotie, c'est-à-dire sa domination. Mais jugeant ces conditions inacceptables, les Spartiates montèrent une nouvelle expédition contre Thèbes, dont Cléombrote prend la tête. Cette expédition sera désastreuse. Elle se finit à la bataille de Leuctre, où l'armée thébaine, inférieure en nombre, bat les Spartiates grâce à une stratégie inédite d'Épaminondas, le général thébain, qu'on verra un peu plus tard dans une autre vidéo. Sparte, très affaiblie, laisse alors le champ libre à Thèbes, qui avance dans le Péloponnèse. Au fil des conquêtes thébaines, les anciens alliés de Sparte se rallient à eux, donnant ainsi l'hégémonie, c'est-à-dire la domination, de la Grèce à Thèbes. La Laconie sera même pillée sans que Sparte ne bouge le petit doigt, chose totalement impensable quelques années plus tôt. Du côté d'Athènes, l'affaiblissement général de Sparte a amené à une scission dans la politique athénienne. D'un côté, on voyait Sparte, l'ennemi traditionnel d'Athènes, comme le premier rival. De l'autre, on voyait une plus grande menace en Thèbes et on préférait apporter une aide à Sparte. Finalement, comme Sparte s'affaiblissait de jour en jour, les Athéniens offrirent leur aide aux Spartiates vers 369 avant Jésus-Christ. Mais malgré cette aide, Thèbes mit un coup de grâce à Sparte en prenant la Messénie. Cette région était jusqu'alors l'endroit où la majorité des Spartiates possédaient leurs terres. La Messénie redevenue indépendante, nombre de Spartiates se voient privés de biens qu'ils y détenaient, réduits à leur seul patrimoine souvent insuffisant pour les faire vivre. D'où, là encore, un processus qui devait aboutir à la double conséquence de la diminution des citoyens spartiates et de la concentration de la propriété. Une dernière grande bataille opposa Sparte et Thèbes à Mantinée en 362, dans laquelle il n'y eut aucun vrai vainqueur. Sparte perdit la bataille, mais les Thébains, privés de leur chef mort dans la bataille, ne purent pas tirer avantage de leur domination. Les années qui suivent, Sparte va se faire discrète, essayant tant bien que mal de se rétablir. Puis, une nouvelle grande puissance émerge, la Macédoine. Peu à peu, la Grèce continentale tombera sous la domination macédonienne. Sparte sera une des dernières cités à tomber sous le joug macédonien.